Je suis rentré à la maison en m'attendant à des projets de mariage, mais j'ai trouvé ma mère en larmes et la cruauté de ma fiancée, alors j'ai tout annulé, ne sachant pas que quelque chose d'encore plus sombre m'attendait. Je suis revenu de Denver avec le goût métallique du succès et le café coûteux des compagnies aériennes qui persistaient encore. Ce fut un voyage d'affaires de 4 jours, un mélange de présentations et de poignées de main à enjeux élevés et je comptais les minutes jusqu'à ce que je puisse me débarrasser de mon blazer et m'enfoncer dans la chaleur familière de la maison. Mon téléphone bourdonnait dans ma poche. Des collègues me taquinent dans la discussion de groupe, me demandant si les noces imminentes me donnaient enfin froid aux yeux. J'ai souri à l'écran. 6 semaines. Dans 42 jours, Vanessa deviendrait ma femme. Je me sentais comme l'homme le plus chanceux du Kentucky, une carrière en plein essor, une belle fiancée qui semblait adorer ma famille, une maison qui ressemblait à un sanctuaire. Mais au moment où j'ai poussé la lourde porte d'entrée en chêne, le sanctuaire m'a semblé froid. Il existe un type particulier de silence dans une maison où quelque chose ne va pas. Pas le calme paisible d'une maison endormie, un silence lourd et pressurisé, comme l'air avant un cyclone. J'ai laissé tomber ma valise. Le bruit sourd résonna trop fort contre le bois dur. Puis je l'ai entendu. Pas un cri ni un cri. Un son doux et irrégulier, un gémissement rythmique et brisé qui semblait provenir du plancher lui-même. Le son de quelqu'un qui était à court de mots et qui n'avait plus que du chagrin à offrir. Mon cœur a fait un roulement lent et douloureux dans ma poitrine. Je l'ai suivi vers la cuisine, les pas instinctivement légers. Alors que je tournais au coin de la rue, la scène s'est gravée dans ma mémoire avec une clarté brûlante. Ma mère, Eleanor, était assise au coin du petit déjeuner. Elle avait 80 ans, une femme qui avait été autrefois le pilier de notre communauté, aujourd'hui réduite à une silhouette fragile et tremblante pesant à peine 100 livres. Ses mains, noueuses par le temps et un récent accident vasculaire cérébral, étaient fermement serrées sur ses genoux. Ses yeux étaient irrités. Devant elle était assis un bol en céramique ébréché. Ce n'est pas le ragoût nutritif que j'avais préparé avant mon voyage. Un tas de riz aigre grisâtre et fermenté et une collection d'arêtes de poisson, le genre de déchets que vous gratteriez dans une poubelle sans hésiter. Vanessa se tenait à 1 mètre de distance, près de l'île de granit, illuminée par la douce lueur de son téléphone, son pouce bougeant d'un mouvement rythmé et ennuyé dans un flux de mode. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Elle ressemblait à un portrait de l'indifférence moderne. « Maman ?» J'ai murmuré, ma voix craquant. Ma mère tressaillit. Elle ne m'a pas regardé. Elle regarda les arêtes de poisson, les épaules voûtées comme si elle essayait de disparaître dans le revêtement de la chaise. La honte qui émanait d'elle était suffisamment épaisse pour s'étouffer. Je me suis tourné vers la femme que j'étais censé épouser dans 6 semaines. Vanessa. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi pleure-t-elle? Vanessa n'arrêta pas de faire défiler pendant encore 5 secondes. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, son expression ne contenait ni culpabilité ni surprise. Seulement irritation. Honnêtement, Ethan, ne commence pas par le théâtre, dit-elle d'une voix aiguë. Elle a dit qu'elle avait faim. Je lui ai donné à manger. Elle est difficile parce qu'elle veut attirer l'attention pendant ton absence. J'ai regardé le riz aigre. J'ai regardé les os. Une clarté froide et cristalline s'est installée sur moi, le genre de calme qui arrive quand on réalise que toute sa vie a été un mensonge soigneusement construit. Je ne savais pas alors que le riz aigre n'était que l'apéritif. La vraie pourriture est allée beaucoup plus loin. Chapitre 2, leçon de la raclée. Tu lui as donné des restes, dis-je. Ce n'est pas une question. Ma voix était creuse, comme si l'air avait été retiré de la pièce. Tu as nourri ma mère, la femme qui t'a accueilli dans cette maison, des restes du fond du frigo. Vanessa posa son téléphone, la mâchoire se serrant. Elle a 80 ans, Ethan. Elle a à peine un palais. Vous agissez comme si je dirigeais un complexe hôtelier 5 étoiles ici. J'ai un mariage à planifier, une carrière, et je suis obligé de jouer la nourrice à quelqu'un qui oublie mon nom la moitié du temps. Tu devrais me remercier d'être ici. Ma mère tendit alors la main, ses doigts effleurant ma manche. C'est bon, Ethan, murmura-t-elle, sa voix étant un fil fragile. Je ne voulais pas être un fardeau. Je vais juste aller dans ma chambre. Non, dis-je, ma voix s'élevant. Tu ne vas nulle part, maman. J'ai regardé Vanessa. J'ai vu le chemisier en soie coûteux que je lui avais acheté pour son anniversaire. La montre design. Le visage d'une femme qui avait fait preuve de gentillesse pendant 2 ans avec la précision d'une actrice. La femme que j'aimais n'existait pas.
C'était un masque, et le masque avait finalement glissé. J'ai attrapé ma main gauche. Ma bague de fiançailles lourde, en platine brossée, ressemblait à une manille. Je l'ai réussi. Mon articulation était enflée à cause du vol et le métal grattait la peau, laissant une fine ligne rouge. J'ai posé la bague sur la table, juste à côté du bol d'arête de poisson. Le cliquetis contre le bois ressemblait à un coup de feu dans la cuisine silencieuse. Le mariage est annulé, dis-je. Vanessa s'est figée. Puis vint un petit rire aboyeur. Droite. D'accord. Vous vivez un moment. Va prendre une douche, Ethan. Nous en parlerons quand tu te seras calmé. Il n'y a plus de nous, Vanessa, répondis-je, ma voix tombant dans un registre terriblement calme. Je veux que tu sortes de cette maison. Pas demain. Pas après le week-end. Maintenant. Vous annulez un mariage de 60 000 $ autour d'un bol de riz, elle siffla, ses yeux clignotant d'une lumière soudaine et prédatrice. Avez-vous une idée de tout le travail que j'ai consacré à cela? Les invitations, le lieu, l'image? Tu seras la risée de la ville. Je préfère être la risée d'un homme qui laisse entrer une vipère dans la maison de sa mère, dis-je. Je me suis dirigé vers le couloir, j'ai pris ses 2 valises de créateur dans le placard et j'ai commencé à jeter ses affaires à l'intérieur. Je ne les ai pas pliées. Je m'en fichais si la soie se froissait. J'ai ressenti un besoin frénétique et désespéré de purger sa présence des murs. Elle m'a suivi en criant à propos de mes droits et de mes aspects juridiques et à quel point j'étais mentalement instable. Mais j'étais plus stable que je ne l'avais été depuis des années. Je voyais enfin clairement. À minuit, elle était partie. La porte claqua et, pour la première fois depuis des jours, la maison respirait. Je me suis assis sur le sol de la cuisine avec ma mère, et nous avons tous les deux pleuré, elle pour la honte d'être traitée comme un animal, et moi pour la réalisation terrifiante que j'avais presque attaché mon âme à un monstre. Alors que le soleil se levait le lendemain matin, un appel de ma sœur révélait que le riz aigre n'était que le début. Chapitre 3, le fantôme du bracelet en or. Le lendemain matin, je me suis assis à table, sirotant un café noir et regardant ma mère dormir sur le canapé. Chaque fois qu'elle bougeait, elle gémissait. Le traumatisme des 4 derniers jours l'avait vieilli d'une décennie. Mon téléphone a sonné. Ma sœur, Claire. Ethan, dit-elle, la voix tendue. J'ai entendu. Vanessa m'a appelé en criant à 2 heures du matin. Elle dit que tu as fait une dépression nerveuse. Je n'ai pas eu de dépression nerveuse, Claire. J'ai fait une percée. Je lui ai parlé de la cuisine. Le riz aigre. Le regard dans les yeux de Vanessa. Un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Je le savais, murmura Claire. Je savais qu'elle était venimeuse. Que veux-tu dire par tu le savais? Ethan, il y a 3 mois, au dîner de fiançailles chez tante Diane. Vous souvenez-vous quand Diane a perdu ce bracelet en filigrane doré? Celui qui appartenait à grand-mère? Ouais, dis-je, la peur froide s'enroulant dans mon estomac. Elle l'a trouvé une semaine plus tard dans sa trousse de maquillage. Elle l'a fait, dit Claire. Mais sais-tu ce que Vanessa a dit à la famille ce soir-là pendant que tu étais dans la cuisine en train d'aider Diane avec le vin? Elle a mis Diane, les cousins de maman et moi de côté. Elle avait l'air dévastée, essuyant pratiquement ses larmes. Elle nous a dit qu'elle avait vu maman jouer avec la boîte à bijoux de Diane. Elle a déclaré qu'elle craignait que l'accident vasculaire cérébral de sa mère ait provoqué des tendances kleptomanes. Elle nous a dit de ne pas te le dire parce que ça te briserait le cœur de savoir que ta mère devenait une voleuse. J'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Elle l'a calomniée. Elle a dit à toute notre famille que ma mère était une voleuse. Elle plantait des graines, Ethan, la voix de Claire tremblait. Elle a fait en sorte que tout le monde regarde maman différemment. Elle a dit à tante Diane que les maisons de retraite existent pour une raison et que peut-être la maison devrait être vendue après que l'inévitable se soit produit et elle nous préparait à un avenir sans maman et elle se faisait passer pour la seule assez courageuse pour supporter le fardeau. J'ai raccroché et je suis allé directement chez tante Diane. J'ai entendu plus de la même chose. Vanessa menait depuis des mois une campagne discrète et sophistiquée. Elle avait plaisanté sur l'odeur de maman, s'était plainte du coût de ses médicaments et avait même demandé à Diane si elle connaissait un bon avocat spécialisé en droit successoral qui pourrait m'aider à protéger mes biens des factures médicales de ma mère. J'ai ressenti une vague de nausée. Je vivais avec un stratège, pas avec un partenaire.
J'avais confondu sa performance de souffrance à travers les soins avec une véritable dévotion. Mais le coup final n'est pas venu d'un secret de famille. Cela vient d'un voyage à la banque. Chapitre 4, la sortie de 32 000 $. La banquière, une femme nommée Madame Gable, m'a regardé avec un mélange de pitié et d'inquiétude professionnelle. Monsieur Thorne, j'avais l'impression que vous et Madame Vance faisiez un gros achat ensemble, dit-elle en tapotant sur son écran. Nous planifions un mariage, Madame Gable. Je suis ici pour fermer le compte commun et remettre les fonds restants dans mon grand livre personnel. Madame Gable s'est mordu la lèvre. Fonds restants? Monsieur Thorne, le compte était presque épuisé mardi. Une secousse d'alarme électrique et aiguë. C'est impossible. Je dépose 5 000 $ par mois depuis 6 mois. Avec les contributions de Vanessa et l'argent du cadeau de la fête de fiançailles, il devrait y avoir plus de 40 000 $ là-dedans. Il y a exactement 814 $ sur le compte, dit-elle doucement. Elle a imprimé l'historique des transactions. J'ai regardé les pages. Retrait. Des dizaines d'entre eux. Ils ne sont pas allés chez des traiteurs ou des fleuristes. 1 200 $ dans une boutique de meubles haut de gamme. 800 $ dans un spa à Sedona. 6 000 $ un virement bancaire plat à une société de gestion immobilière du côté nord de la ville. Les dates correspondaient. Pendant que j'étais à Denver, Vanessa avait déplacé 3 000 $. Alors que j'étais au travail 3 semaines auparavant, elle en avait déménagé 5 autres. Elle n'avait pas prévu de mariage. Elle blanchissait mes économies pour en faire une nouvelle vie. J'ai appelé mon cousin Marc, qui travaillait dans l'immobilier haut de gamme, et je lui ai donné le nom de la société de gestion immobilière. 10 minutes plus tard, son message est arrivé. Ethan, je suis vraiment désolé. Elle a signé il y a 6 semaines un bail de 2 ans sur un appartement de luxe d'une chambre dans le quartier de Gable. Elle a payé les 6 premiers mois à l'avance en utilisant un virement bancaire depuis votre compte commun. Elle devait emménager le lendemain de votre lune de miel. Je me tenais dans le hall de la banque, le papier à la main. Le plan était parfait dans sa cruauté. Elle m'épousait, attendait les cadeaux de mariage, plus d'argent, plus de bijoux, puis disparaissait dans une vie prémeublée, me laissant avec la dette, la honte et une mère contre laquelle elle avait passé des mois à retourner la famille. Le riz aigre n'était pas seulement une négligence. C'était un test. Elle voulait voir jusqu'où elle pouvait s'en sortir, jusqu'où elle pouvait aller avant que l'esprit de ma mère ne se brise complètement. Je n'ai pas appelé la police immédiatement. J'ai appelé un avocat spécialisé dans la fraude domestique. Et puis j'ai appelé Vanessa. Je sais pour l'appartement, dis-je quand elle répondit. La circulation urbaine bourdonnait en arrière-plan. Elle était déjà sortie, elle dépensait probablement encore. Ethan, tu es ridicule, dit-elle, même si sa voix manquait de son côté habituel. J'avais besoin d'une solution de secours. Tu étais tellement obsédé par ta mère que je ne savais pas si nous aurions un jour une vraie vie. Je me protégeais. Tu ne te protégeais pas, Vanessa. Tu volais. Et tu maltraitais une femme qui ne pouvait pas riposter. Bonne chance pour le prouver, ricana-t-elle. Le compte était conjoint. J'avais parfaitement droit à cet argent. Peut-être, dis-je. Mais le virement bancaire à la société immobilière a été signé en utilisant une copie numérique de ma signature. C'est de la contrefaçon. Et j'ai des images de sécurité de la banque le jour où vous avez essayé d'accéder à mon compte d'épargne privée. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. Je te verrai au tribunal, dis-je. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais comme l'homme que ma mère avait élevé.